bienvenue à tous et merci de vous connecter sur ce webinaire de présentation de l'écosystème des startups de la Suisse romande. Ce webinaire est fait dans le cadre du programme PHASE, d'accélération et d'atterrissage des startups alpines ou non alpines, alpines vers l'étranger ou non alpines vers les Alpes. Et ma collègue Alexandrine vous expliquera en quelques minutes quel est ce programme. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec des présentations de nos partenaires en Suisse romande. Et merci à eux d'avoir accepté de venir nous expliquer ce qui se passe dans une région qui est très proche, qui peut nous ressembler beaucoup, puisqu'il paraît qu'en particulier à 11 heures, il y a une tradition d'apéritif. Voilà, ça c'est une bonne raison de s'intéresser à ce qui se passe. Et donc avec une présentation de l'Institut suisse des jeunes entreprises, avec voilà ce qui se passe pour les startups en Suisse romande. Ensuite, une présentation de ce qu'on appelle la Greater Geneva Bern Area, avec là aussi une explication de l'écosystème de la Suisse romande occidentale, et puis les conseils et les recommandations pour les entreprises qui souhaitent se développer dans cette région. Et enfin, on terminera par une présentation de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est d'ailleurs aussi un des partenaires des institutions de l'université des institutions grenobloises. Avec ce qui se passe au niveau académique, recherche, mais aussi entrepreneuriat et innovation et transfert de technologie. On laissera 25 minutes pour des échanges, des questions-réponses, sur tout ce que vous voulez savoir. Et puis, une petite conclusion avec surtout qu'est-ce qui se passe après, les prochaines étapes pour les gens, les personnes, le public, qui confirmeraient leur intérêt. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Alexandrine, qui est en charge avec moi de ce programme d'atterrissage et qui va vous expliquer le contexte de PHASE. Oui, donc bonjour, merci Véronique. Quelques mots pour revenir sur le programme PHASE, donc French Alps International Supply Exchange. C'est un programme qui a été lancé début 2020 par trois structures, donc la French Tech in the Alps, l'incubateur Tarmac, donc on a Sophie aujourd'hui avec nous, et l'équipe Invest in Grenoble Alpes, dont je fais partie, avec Véronique et Terence, qui est notre représentant sur la zone Suisse-Allemagne-Autriche, et grâce à qui on a pu organiser ce webinaire dans les meilleures conditions. Donc, PHASE, la première édition en 2020, elle s'est faite autour de 3 zones géographiques, les Alpes françaises et notamment Grenoble, Taipei à Taïwan et Vancouver en Colombie-Britannique. Et l'idée, ça a été rapidement d'étendre le programme à de nouveaux écosystèmes. Et donc, c'est ce qu'on fait en 2021 avec la seconde édition du programme, et notamment l'extension à la Suisse francophone. Donc, sur la carte, vous pouvez voir notamment en rose les zones dans lesquelles PHASE est actuellement actif, et en bleu les écosystèmes dans lesquels le programme sera bientôt actif, d'ici fin 2021. Donc rapidement, les objectifs du programme, c'est d'abord d'aider les startups à se développer à l'international. Donc comme l'a dit Véronique, c'est vraiment une relation équilibrée, puisqu'il s'agit à la fois d'aider nos startups grenobloises à aller à l'international, mais également d'aider et d'accueillir les startups internationales qui voudraient venir à Grenoble. Et donc pour ça, l'idée c'est de donner aux entrepreneurs toutes les informations dont vous avez besoin, donc que ce soit sur des aspects culturels, juridiques, financiers, etc. Le second objectif, c'est de prendre en compte l'aspect personnel que représente une implantation à l'étranger, puisque au-delà d'être un choix professionnel, c'est aussi un choix de vie. Et le troisième objectif, c'est de permettre aux startups d'identifier des hotspots, c'est-à-dire des hauts lieux de l'innovation et des écosystèmes dans lesquels, qui sont propices en fait au développement des startups. Donc voilà pour PHASE, j'ai été brève, mais je pense que si vous avez des questions, on pourra y répondre par la suite. Je vous enverrai la présentation. Il y aura une slide donc, avec les contacts. Donc, sur la team à Grenoble, c'est Véronique et moi-même.
Et pour la partie suisse, ça sera donc Terence. Voilà, donc je vais laisser la parole du coup à Douglas de l'IFJ. Je pense qu'il est arrivé normalement. Bonjour. Bonjour Je Douglas. vais partager mon écran. Est-ce que vous voulez que je partage votre présentation ou vous voulez le faire? Je vais le faire, c'est tout bon. Ok. Voilà déjà, donc bonjour, bienvenue à tout le monde et mes amis français. Donc une rapide présentation sur la création d'entreprises en Suisse. Le but, c'est juste de vous sensibiliser, de parcourir un peu ces éléments. Bien sûr, c'est un sujet plus dense que 15 minutes. D'habitude, ce cours qui est quand même assez aussi bref, je le donne sur un peu plus de 2 heures. Donc là, j'ai essayé vraiment d'être le plus concis possible et de répondre à certaines de vos questions. Donc, je me présente juste rapidement. Donc, j'ai plutôt une formation juridique. Je viens de la région de Neuchâtel. J'ai aussi fait un master en droit et économie à HEC Lausanne et je suis moi-même entrepreneur dans la région avec une première entreprise qui a été dans les mondes connectés. Aujourd'hui, je suis aussi partenaire d'une société qui est dans le sport marketing. Et donc, la responsabilité d'IFJ ici, donc IFJ qui est l'Institut des jeunes entreprises, qui est une organisation qui accompagne chaque année plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs en Suisse dans la création d'entreprises. Donc, je suis responsable pour la partie francophone de l'organisation. Et donc, plus spécifiquement par rapport à IFJ, c'est une organisation qui est nationale avec son siège social à Saint-Gall, avec nos équipes de juristes et de notaires. Nous avons aussi notre propre coworking space à Schleren, qui est juste à côté de Zurich, que nous venons d'ouvrir avec plusieurs centaines de places de travail. Et enfin, les bureaux pour la Suisse romande qui sont à l'EPFL Innovation Park. Et donc, en 2020, année Covid, a été une année plutôt record, en tout cas en Suisse au niveau de création d'entreprises, avec plus de 46 000 créations. Et parmi ces 46 000, 2 900 ont été opérés par les services de IFJ. Et nous avons aussi eu un peu plus de 12 000 participants à nos cours et événements au niveau national. Donc, ici, c'est plus ou moins les étapes dans lesquelles IFJ intervient dans l'accompagnement de la création d'entreprises. Donc, on va souvent aider des entrepreneurs dans la formulation de leur idée, dans la conception d'un business plan, par le biais de l'ensemble de nos outils digitaux que nous développons. On conseille aussi sur les financements, quelles sont les bonnes portes d'entrée. Nous ne faisons pas nous-mêmes le financement, ça s'est fait par différents autres organismes et souvent par les promotions économiques des cantons respectifs. Et enfin, on a aussi des services d'accompagnement sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Enfin, et c'est ce pourquoi nous sommes connus, c'est notre service de création d'entreprise en ligne, où on va créer des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des réseaux individuels et des sociétés en nom collectif. Et enfin, bien sûr, c'est tout ce qui est conseil sur les assurances, la fiscalité, la comptabilité. Mais ça, c'est plus par le biais de nos différents partenariats que nous avons avec Swisscom, qui est dans les télécommunications, PostFinance dans la banque, ou Helvetia, qui est une assurance. Donc, souvent, dans le processus de création, il y a des idées, il y a des visions. Et donc, c'est là où nous conseillons souvent les entrepreneurs. Et enfin, dans le conseil, dans le business plan, qui est, on va dire, une condition souvent requise de la part des instituts bancaires ou en tout cas des promotions économiques suisses et cantonales pour pouvoir faire des soutiens. Et dans certains cas, avoir au moins une forme juridique en Suisse. Alors, quelles sont un peu ces formes juridiques qui existent en Suisse ? Il en existe plusieurs, mais commençons tout d'abord par, on va dire, le fondement qui est le registre du commerce. Tout dépend du type de forme juridique dans laquelle vous souhaitez créer. Typiquement, la raison individuelle qu'on peut, de cette manière, comparer en France au statut d'auto-entrepreneur. Il est requis de s'inscrire au registre du commerce à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. En dessous de ce montant, vous n'avez pas d'obligation d'être inscrit. Il faudra, dans une certaine mesure, être par contre déclaré auprès des assurances sociales, tout dépend de votre activité. Si vous êtes au-dessus de 100 000 ou vous décidez de vous inscrire néanmoins au registre du commerce, il y aura certaines conditions. Ces conditions, c'est notamment avoir votre nom de famille dans le nom de l'entreprise. Et si ce nom de famille existe déjà, parce qu'il est assez commun, il faudra le préciser avec l'activité commerciale que vous opérez.
Et ce nom, il sera protégé uniquement au niveau régional. Donc, imaginons, vous décidez de vous incorporer dans le canton de Vaud, ça sera plus ou moins dans cette région-là que votre nom d'entreprise sera protégé et ce ne sera pas le cas, par exemple, vers Zurich. En revanche, dès le moment où vous souhaitez créer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, vous pouvez être un peu plus fantaisiste, mais vous devrez toujours faire figurer à la fin du nom de votre entreprise l'abréviation de la forme juridique. Et donc, ça, c'est des choses à laquelle on prendre en compte, mais il est toujours important d'inscrire votre nom. C'est une condition sine qua non pour les sociétés de capitaux. Ensuite, par rapport au siège et au domicile d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous souhaitez créer une entreprise en Suisse et qu'elle est inscrite au registre du commerce, une adresse physique en Suisse est indispensable. Par contre, au niveau des sociétés de capitaux, il n'y a pas de restriction au niveau de la nationalité. Par contre, vous devez obligatoirement avoir quelqu'un qui fait partie du conseil de gérance pour les sociétés à responsabilité limitée ou du conseil d'administration pour les SA, avec une résidence officielle en Suisse, avec une signature individuelle. Ça, c'est une condition. Si vous n'en avez pas, et par exemple, vous êtes un expatrié, donc vous vivez en France et vous souhaitez créer une société de capitaux, vous devez trouver quelqu'un en Suisse, qui vit en Suisse, qui fera partie de votre conseil de gérance ou de votre conseil d'administration. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et pour ce faire, vous pouvez domicilier votre société auprès d'un tiers. Et si vous souhaitez le faire, par exemple auprès d'un notaire, une fiduciaire, c'est tout à fait possible. Par contre, vous devez avoir une déclaration d'acceptation de cette personne qui indique qu'elle accepte de domicilier votre société. Et à partir du moment où vous avez choisi le domicile de votre entreprise, il faudra toujours faire indiquer sur une étiquette spécifique sur la boîte aux lettres le nom de l'entreprise et donc le nom qui a été inscrit au registre du commerce. Si vous le faites dans un domicile personnel, c'est également possible. Il faudra juste être attentif sur les activités que vous allez faire à votre domicile personnel, parce que si vous avez un bail à loyer avec une affectation qui est personnelle et vous commencez par exemple, je ne sais pas, vous achetez une machine et vous taraudez et puis vous faites beaucoup de bruit, la gérance sera en droit de résilier immédiatement votre bail pour juste motif. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif. Il faudra peut-être privilégier plutôt des bails commerciaux, tout en sachant quand même que les garanties à loyer pour les bails commerciaux sont beaucoup plus importants que les bails à loyer personnels. Enfin, au niveau du choix du siège, souvent, nous, on recommande une certaine simplicité. Peut-être éviter d'aller tout de suite à Zug pour la beauté du lac de Zug, mais plutôt privilégier quelque chose qui est proche de chez vous, parce que c'est quand même une des aspects administratifs qui sont importants à prendre en compte. Et ce qu'il faut aussi savoir en Suisse, c'est qu'il y a des professions qui sont réglementées. Alors, réglementées à deux niveaux, soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal. Lorsqu'une profession est réglementée au fédéral, il faudra vérifier la base juridique fédérale et voir quelles sont ces conditions que vous devez respecter pour opérer votre activité commerciale. Si c'est au niveau cantonal, il faudra vérifier la base juridique du canton de domicile de votre société pour voir quelles sont ces conditions-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vous donne juste deux exemples simples. Un électricien est une profession réglementée au niveau fédéral. Par contre, une fiduciaire n'est pas une profession réglementée, mais une fiduciaire immobilière est une profession réglementée au niveau cantonal. Donc ça, c'est important de vérifier. Et aussi vérifier les associations de branches, parce qu'en fonction des cantons, vous avez une certaine facilité aussi d'intégration sur le marché. Enfin, les questions à se poser lorsque vous choisissez une forme juridique en Suisse, bien sûr, c'est les risques liés à votre entreprise. Bien sûr, les risques financiers sont communs à toutes les autres sociétés. Après, il y a les risques plus spécifiques en fonction de vos activités commerciales. La question est importante parce que dans le cas d'une raison individuelle, vous avez une responsabilité qui est personnelle et directe. Donc, si vous devez répondre personnellement des dettes ou des dommages causés dans le cadre de votre activité commerciale, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une société de capitaux, donc SA ou SRL, où c'est une responsabilité qui est indirecte, et donc vous serez seulement responsable pour ce que vous avez mis à la société. Avec une petite exception quand même, que si vous êtes membre du conseil d'administration ou du conseil de gérance, vous pourriez toujours être responsable pour une partie des dettes de l'entreprise, dans la mesure où on arrive à prouver que vous avez fait une faute grave. Ensuite, au niveau du montant du capital nécessaire, au niveau de la constitution d'une raison individuelle, vous n'avez pas besoin de capital pour la constituer. Par contre, dans une société à responsabilité limitée,
minimum de 20 000 francs, qui peut être fait sous la forme de contribution en espèces ou de contribution en nature. Alors, pour les contributions en nature, par contre, il faudra requérir un expert certifié qui va évaluer les actifs qui seront apportés à l'entreprise. Et donc, souvent, ça requiert un peu des frais supplémentaires parce qu'il faudra payer ces personnes. Et dans le cas des apports en l'espèce, il faudra ouvrir un compte de consignation pour pouvoir ensuite constituer la société. Ensuite, posez-vous la question si vous êtes seul en équipe ou si vous êtes besoin d'investisseurs. Si vous êtes seul, la raison individuelle conviendra très bien. Par contre, dès le moment où vous souhaitez avoir des associés, la raison individuelle ne conviendra pas, étant donné que vous ne pouvez pas avoir de participation, donc vous ne pouvez pas diviser des actions, par exemple. Donc là, il faudra soit favoriser une société en nom collectif, qui est toujours avec une responsabilité directe. Par contre, dès le moment où vous souhaitez lever des capitaux, là, il faut favoriser, on va dire peut-être dans un premier lieu, une SARL, mais qui a plus une dimension familiale, et plus dans le milieu des startups, il faudra peut-être considérer ensuite une SA. Tout en sachant quand même qu'une transformation est possible d'une SARL à une SA, donc c'est-à-dire le passage d'une forme juridique à une autre, avec par exemple l'augmentation du capital qui sera requis, parce que dans le cadre d'une SA, un capital nécessaire de 100 000 francs est nécessaire. Enfin, ce que vous devez prendre en compte, c'est peut-être un système un peu particulier que la France. Nous avons un système d'assurance sociale avec 3 piliers et vous pourriez retirer votre deuxième et troisième pilier, mais uniquement dans le cadre de la forme de la raison individuelle. Et ce qui ne devrait pas rentrer dans votre réflexion, c'est le paiement de salaire ou l'engagement de collaborateurs. Ça n'a pas d'influence sur le choix de la forme juridique. Donc, en récapitulatif, on va dire ça, c'est les 3 formes juridiques les plus courantes. Il y en a bien sûr d'autres en Suisse, hein, mais on va dire ça, c'est juste pour une question de temps. On va dire, je vais passer rapidement par ces 3 formes juridiques. Donc, je vous ai indiqué le capital nécessaire. J'attire juste votre attention sur la SA. C'est indiqué 100 000 francs. Donc, ces 100 000 francs, en principe, vous devez y souscrire complètement, mais vous devrez uniquement libérer 50 000 francs. Les 50 autres 1000 francs seront du capital non libéré, mais que vous devrez toujours, que ce soit dans une faillite ou dans une liquidation de l'entreprise. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Au niveau de la responsabilité, je vous en ai parlé, du nom de l'entreprise aussi. Nombre de personnes, c'est une seule personne nécessaire dans tous les cas. Participation, il n'y en a pas dans la raison individuelle. La SARL, on parle de part sociale, où la part minimum est de montant de 100 francs. Et dans ce que vous faites des transferts, il y aurait un aspect de publicité, c'est-à-dire que ce sera indiqué dans le registre du commerce lorsqu'il y a des transferts de parts. Ce qui ne sera pas le cas dans une SA, où on appelle ça des actions, et on peut anonymiser l'identité des investisseurs avec une seule chose, par contre, et une modification récente dans la loi, où avant, nous avons une distinction entre les actions nominales et les actions au porteur. Les actions au porteur n'existent plus. Donc, l'identité des actionnaires doit être connue de la part de la société, mais elle ne sera pas publique. Au niveau de la fiscalité, c'est une déclaration de personnes physiques pour les raisons individuelles et une déclaration de personnes morales pour les sociétés de capitaux. Et enfin, les avantages et les inconvénients, vous les voyez, je préfère le passer rapidement, vous aurez cette présentation. Enfin, chose très importante, ça c'est le statut auprès des assurances sociales. Lorsque vous vous lancez comme activité indépendante, à un certain moment donné, vous devrez être reconnu par les assurances sociales comme travailleur indépendant. Et pour ce faire, vous devez remplir 3 conditions. Démontrer que vous travaillez en votre propre nom et vous facturez en votre propre nom. Vous êtes indépendant en termes d'horaire, organisation, lieu de travail et que vous assumez vos propres risques. Pour pouvoir justifier et remplir ces conditions, quelles sont ces justifications? De démontrer que vous gagnez au moins 2 300 francs par année civile par année et que vous avez entre 3 et 6 clients différents pour démontrer votre indépendance auprès d'un employeur. Pour ce faire, il faut aller sur le site de l'assurance sociale, télécharger le formulaire, remplir l'ensemble des conditions avec les justificatifs et ils vont analyser au cas par cas si vous remplissez bel et bien ces conditions. Dès le moment où vous avez reçu la décision de l'autorité, c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez retirer le 2e et 3e pilier dans les 12 mois suivant la décision de l'autorité. Et enfin, en ce qui concerne les fondateurs d'une SA et une SARL qui se versent un salaire, ils sont considérés comme employés de leur propre société et donc n'ont pas le statut de travailleur indépendant. Je
vois qu'il y a quelques questions. Je me permets d'y répondre juste à la fin si je n'y réponds pas. Au niveau des exigences formelles pour la création, communes à toutes les sociétés, donc il faudra bien sûr définir le nom de l'entreprise, donc la raison sociale, définir la commune et le canton de domicile. Et dans le cas des sociétés de capitaux, cette adresse sera indiquée dans les statuts, donc les règles de l'entreprise. Et enfin, il faudra formuler un but. Il faut formuler un but qui doit être accepté par le registre du commerce. Et ce but doit être suffisamment précis pour être accepté. Parce que s'il est trop vague, le registre du commerce n'acceptera pas, en raison notamment que certaines professions sont réglementées. Enfin, il y a des conditions complémentaires pour les sociétés de capitaux. Il faudra avoir des statuts, donc c'est ces règles qui définissent les sociétés de capitaux. Et donc ça c'est nécessaire et doit être accepté aussi par le registre du commerce. Il faudra aussi indiquer comment répartir le capital et le montant des parts, ouvrir ce compte de consignation pour la constitution de la société, définir le gérant ou l'administrateur. S'il y en a plusieurs, il faudra définir qui est le président du conseil de gérance ou du conseil d'administration. Il faudra aussi indiquer si vous souhaitez faire réviser vos comptes. Donc, la révision, c'est la procédure par laquelle vous passez pour certifier que la comptabilité de l'entreprise est bien tenue. Il y a, en principe, c'est obligatoire. Il y a une exception. Si vous avez moins de 10 employés à temps plein, vous pouvez faire ce qu'on appelle une option de sortie qui doit être indiquée dans les statuts. Et dans ce cas de figure, vous ne serez pas obligé d'être révisé. Ensuite, vous devrez aussi signer une loi qui est la Lex Friedrich Schleck-Kohler qui vous interdit de constituer des sociétés en Suisse pour faciliter l'achat d'immobilier sur le territoire suisse. Enfin, vous avez aussi la déclaration Stampa, qui est une loi que vous devez signer et qui vous interdit d'avoir des avantages par le biais de la constitution de votre société ou de faire des apports en nature déguisés. Et enfin, le droit de timbre, c'est un impôt qui s'applique lorsque une société se constitue avec un capital à la fondation de plus de 1 million à un taux de 1% sur le montant du capital. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça existe. Au niveau de la procédure de création d'entreprise, notamment par les services d'IFJ, il y a l'aspect conseil. On donne des cours de création d'entreprise en ligne. Il faut aussi des conseils personnalisés. L'ensemble de la procédure se fait de manière digitale. Vous allez sur le site d'IFJ, vous sélectionnez la forme juridique, vous remplissez le formulaire et les documents seront automatiquement remplis, lesquels seront disponibles dans votre espace personnel. Vous les téléchargez, vous les signez, vous les renvoyez par courrier postal. Et ensuite, nos équipes de création d'entreprise et de notaires vérifient que tout est conforme pour ensuite faire la demande auprès du registre du commerce en votre propre nom avec l'authentification notariale. Ça prend environ 4 à 6 semaines. Pour autant, bien sûr, vous êtes proactif dans l'échange des documents. Au niveau des coûts, combien est-ce que ça coûte une création d'entreprise en Suisse? Alors, dans le cas des services d'IFJ, c'est assez avantageux parce qu'on a l'avantage d'avoir des partenaires. On va dire, en principe, ça coûte des frais de dossier de 200 francs. Si vous le faites avec notre partenaire PostFinance, il y a une réduction de 100 francs. Et ensuite, il faudra toujours prévoir, surtout pour nos amis français, une signature authentifiée. Alors en Suisse, ça coûte environ 30 francs pour avoir une signature authentifiée. En l'occurrence, vous pouvez passer choisir un notaire ou l'ambassade qui réalisera cette signature authentifiée. Et enfin, il y a les émoluments du registre du commerce avec environ 150 ou 250 francs, tout dépend le canton de domicile de votre société. Enfin, pour les SA et SARL, en principe, c'est 500 francs les coûts de notaire et de dossier pour la création de la société. Si vous le faites avec PostFinance, il y a une réduction de 200 francs. Et enfin, vous avez aussi la signature authentifiée et des émoluments de la part de l'État qui varient entre 500 à 700 francs en fonction du canton de domicile de la société. Il faudra aussi prendre en compte les frais du compte de consignation entre 145 et 300 francs. Et vous pourrez bénéficier aussi d'un avantage de la part de notre société qui est Swisscom pour réduire les frais de création d'entreprise. Au niveau de la comptabilité et de l'assurance, donc les systèmes des assurances suisses, ne vous faites pas trop peur. Vous aurez aussi cette présentation après, mais on va dire on a 3 piliers, une distinction aussi en fonction des formes juridiques. Si vous êtes propriétaire d'une raison individuelle et que vous êtes reconnu comme travailleur indépendant, vous aurez une cotisation maximale de 9,95% sur le salaire que vous versez. Si vous n'êtes pas reconnu, ce qui, je ne pense pas sera le cas dans votre cas parce que vous devez avoir un permis de travail pour pouvoir opérer une profession en Suisse,
vous avez toujours une cotisation qui est forfaitaire. Par contre, vous n'êtes pas assurable au niveau du chômage. Vous avez des allocations familiales qui sont obligatoires, mais dont les taux sont définis en fonction du canton de domicile. Et le deuxième pilier, donc, qui est la prévoyance professionnelle, c'est facultatif. Et le troisième pilier, qui est la prévoyance privée, c'est aussi facultatif. Et enfin, l'assurance professionnelle et non professionnelle et l'indemnité en cas de maladie, c'est également facultatif pour le propriétaire d'une raison individuelle. Par contre, dès le moment où vous faites un contrat de travail avec un employé, eh ben, la cotisation au premier pilier est obligatoire à un taux de 10,55% qui est réparti de manière égalitaire entre employés et employeurs. Donc, chacun doit cotiser à un taux de 5,275%. L'assurance chômage, c'est aussi obligatoire à un taux de 2,2% jusqu'à 148 200 francs de salaire brut, aussi réparti entre l'employé et l'employeur. Allocation familiale, c'est le même principe, obligatoire, avec des taux en fonction du canton. Les caisses de pension, obligatoire que l'employeur affilie la société à une caisse de pension et doit contribuer à un minimum de 50% à partir du moment où l'employé gagne plus de 21 510 francs de salaire brut par année. Au niveau de l'assurance accident professionnel et non professionnel, c'est obligatoire, à moins que l'employé travaille moins de 8 heures par semaine. Dans ce cas de figure, ça devient facultatif, à moins qu'il y ait une convention collective de travail, par exemple dans le milieu de la construction. Et enfin, dans l'invalidité en cas de maladie, c'est facultatif, à moins qu'il y ait une convention collective de travail. Et enfin, le troisième pilier, c'est facultatif, tout en sachant quand même que le maximum déductible pour les impôts, c'est 6 883 francs par année. Au niveau de la SA et SARL, c'est exactement la même chose, même pour vous, si vous êtes employé de votre propre société, vous ne pouvez pas contribuer moins aux assurances sociales parce que c'est votre propre société. Par contre, vous avez une certaine flexibilité, vous pouvez décider que ce soit vous qui affiliez votre société et donc décider de certaines conditions de la prévoyance professionnelle de votre société. Au niveau de la fiscalité, déclaration de personnes physiques pour la raison individuelle, où là, vous pourrez déduire l'ensemble des dépenses liées à votre activité commerciale, tout en sachant quand même que l'impôt n'est pas déductible dans le cas d'une comptabilité d'une raison individuelle. Il y a un impôt progressif, plus vous gagnez, plus vous serez imposé, tout en sachant quand même que le maximum de taux d'imposition dans les cantons sont 30%. Et enfin, au niveau des fiscalités des sociétés de capitaux, on impose uniquement le bénéfice. Et il y a deux taux. Il y a le taux fédéral qui est 8,5%, auquel on ajoute le taux cantonal qui varie entre 12 et 24%. Dans le canton de Vaud, c'est à 13,79%. Et enfin, dans certains cantons, il y a un impôt sur le capital qui varie entre 0,1 pour 1000 et 0,5%. Et il y a un impôt sur le capital dans le canton de Vaud, mais par exemple dans le canton de Neuchâtel, cet impôt est exonéré. Au niveau de la fiscalité, il y a juste un désavantage au niveau des sociétés de capitaux, c'est la double imposition, c'est-à-dire lorsqu'on taxe d'une part le bénéfice et lorsqu'on souhaite distribuer des dividendes, ces dividendes seront également taxés étant donné que c'est considéré comme un revenu selon le droit fiscal suisse. Par contre, pour les actionnaires qui disposent de plus de 10% d'actions de leur société, il y a une réduction de l'assiette d'impôt de 100 à 60%. Donc, vous payez un petit peu moins. Au niveau de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, en Suisse, il est obligatoire de s'inscrire à la TVA à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. En dessous de ce montant, c'est libre à vous. Et dès le moment où vous êtes inscrit, vous devrez tenir compte de trois taux, 7,7% sur l'ensemble des biens et des services, 3,7% sur le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement et 2,5% sur l'ensemble des produits et des services dits essentiels. Alors, pour savoir dans quelle catégorie votre produit tombe, il suffit d'aller sur le site de la TVA et de vérifier les tableaux de la TVA pour savoir dans quelle catégorie et quel taux vous devez appliquer. Il faut, c'est à la société de prélever la TVA et donc il faut faire des décomptes périodiques tout en sachant quand même que vous devrez déduire bien sûr les factures qui sont facturées par vos fournisseurs. Et donc, c'est le montant de ce que vous facturez et ce qui vous est facturé que vous devrez concrètement auprès de l'autorité de la TVA. Au niveau de l'Union européenne et de la Suisse, nous avons une convention au niveau de la TVA. Et donc, si je suis une entreprise suisse qui exporte dans l'Union européenne, il faudra que j'ai un numéro de TVA. Et donc là, je n'appliquerai pas la TVA suisse, mais j'appliquerai la TVA de l'UE. Par contre, si j'ai un fournisseur qui est européen, qui importe en Suisse, ce fournisseur n'appliquera pas son taux de TVA, mais appliquera le taux correspondant dès le moment
pouvez les rendre sur le territoire suisse. Au niveau de la Juste comptabilité. excuse-moi, Douglas, juste un petit rappel parce qu'il faut qu'on laisse un petit peu de temps aux autres. Et puis, Oui, je suis au bout. Je suis au bout. D'accord, désolé. Dernier slide, pardon. Au niveau de la comptabilité, obligatoire de tenir une comptabilité dès le moment où vous êtes inscrit au registre du commerce. Donc, c'est de tenir l'ensemble des documents, ordre, facture, inventaire, ratio d'endettement pour les sociétés de capitaux, surendettement et perte de capital. Dès le moment où vous faites plus de 500 000 francs de chiffre d'affaires, comptabilité double, respectez les règles du Code des obligations et conservez l'ensemble de ces documents pendant une durée de 10 ans. Voilà. Désolé si j'étais un petit peu long. Comme vous voyez, c'est un sujet qui est assez dense. Pour les prochaines étapes, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vois qu'il y a eu des questions. Je vais essayer d'y répondre, mais dans le cadre du chat, comme ça, j'interviens. Oui. Après, effectivement, merci Douglas, hein. Désolée de rusher un peu les films, mais effectivement, il y a beaucoup de questions et de toute façon, on a prévu une demi-heure de questions-réponses en fin de webinaire et il y a beaucoup de questions sur effectivement des aspects très techniques et puis aussi sur avant la création. Donc, je pense qu'effectivement, on essaiera de répondre et sinon, effectivement, avec des réponses individualisées. Donc, on a pu voir hein, que oui, en Suisse, on paye aussi des impôts, hein, contrairement à ce que les Français peuvent quelquefois penser. On va maintenant enchaîner avec une présentation par Thierry qui va nous donner peut-être plutôt la big picture avec ce qui se passe donc, dans cette région de la Suisse avec voilà, le paysage et puis qu'est-ce que c'est effectivement d'aller développer son business dans cette région. Thierry, je te laisse la scène et je ne sais pas si tu veux que ce soit Alexandrine qui partage les slides ou tu les fais toi-même. C'est Alexandrine qui partage les slides. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, moi, je dois répondre à une double question, décrire l'écosystème suisse et puis répondre à vos attentes. Vous souhaitez où vous installer en Suisse ou en tout cas, vous souhaitez prospecter et vendre vos produits en Suisse. Donc, je dois répondre à ces deux choses-là. Et il y a deux images qui me viennent. Il y a un dicton suisse qui dit, enfin, un dicton vaudois qui dit « vous allez être déçus en bien ». Donc, au départ, je ne vais pas aller dans le sens du poil en vous décrivant une économie qui est difficile à comprendre. Et puis, la deuxième chose, j'aimerais vous dire que n'ayez pas peur de nos amis suisses. Ce sont des entrepreneurs qui ressemblent à un personnage que vous connaissez, qui s'appelle Heidi. C'est ce petit personnage blond avec les pieds vraiment ancrés au sol, mais c'est Heidi high-tech, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le bon sens paysan et puis ce sont des gens très instruits, très cultivés et qui ont vraiment un haut niveau de formation. Donc ce mélange de bon sens et de grande technicité fait la caractéristique des entrepreneurs suisses. Pourquoi je vous dis que vous allez être déçus en bien? C'est que la Suisse, eh bien, c'est un pays qui ne fait que 8,5 millions d'habitants, donc il n'y a pas de marché intérieur. Et en plus, elle se situe géographiquement au cœur de l'Europe, mais elle ne l'est pas dans l'Union européenne. Donc toute transaction est forcément un petit peu plus difficile, puisque on va passer une douane, on va réinventer, enfin retrouver, alors que les documents douaniers, alors qu'aujourd'hui, quand un entrepreneur français commerce au sein de l'Union européenne, toutes les facilités sont accordées. Donc, il y a un certain degré de difficulté. L'autre difficulté, c'est que l'entrepreneur suisse, il a une monnaie qui sans cesse se réévalue. Chaque année, le franc suisse prend un peu plus de valeur. Donc, pour l'industriel qui veut exporter, et comme il n'a pas de marché intérieur, eh bien, c'est une contrainte permanente que d'être suffisamment performant pour compenser la valorisation du franc suisse qui le pénalise à l'international. Ça, c'est les deux écueils. Et puis, le troisième, qui est peut-être une chance, mais qui est une difficulté aussi, c'est que les salaires sont relativement élevés. Le salaire médian en Suisse, le salaire médian, c'est là où il y a autant de salaires au-dessus et en dessous, il est de 6 500 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 6 000 euros. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui veut s'implanter en Suisse,
il va devoir faire face à la nécessité d'exporter avec une monnaie forte, employer des salariés à un salaire relativement élevé et ne pas avoir de marché intérieur. Et avec toutes ces contraintes, c'est bien la Suisse qui est un des pays les plus exportateurs. Donc, ces contraintes, il les transforme en opportunités. Et c'est un peu comme ça que j'explique le goût de l'économie suisse et sa capacité à être sensible aux innovations et à créer des activités à forte valeur ajoutée. Donc, si vous venez produire en Suisse des chemises avec des petits boutons, non, ça, c'est pas possible. Il faut venir en Suisse avec un projet qui correspond à une activité à haute valeur ajoutée. Voilà le message de départ que je voudrais indiquer. Vaut mieux vous décourager au départ, mais au moins que vous ayez la vision, pas exacte, mais enfin la réalité du terrain. Donc, si vous voulez, et malgré ce, la Suisse accueille beaucoup d'entrepreneurs. Donc, si vous voulez, on va passer au slide suivant pour que je me présente. La grande région de Genève et de Berne, le GGBA, c'est une promotion économique qui regroupe en gros toute la Suisse francophone, le canton de Genève, Vaud, Berne, Fribourg, Neuchâtel et Valais. Donc, la partie suisse qui parle le français, c'est un petit tiers de l'économie suisse. Hein. Nous avons 2 représentants en France, moi-même et Olivier Petit, et nous sommes présents dans 8 pays à travers le monde. Voilà pour la présentation du GGBA. Une chose auquel le public devrait être sensible, le public qui nous écoute, c'est que nos services sont gratuits. En revanche, nous travaillons en étroite collaboration avec les cantons et nous avons besoin de présenter aux cantons des projets qui sont au moins aboutis dans la réflexion. Il y a 2 formes. Le public qui nous écoute a 2 attentes. Soit je souhaite trouver un lieu pour incuber mon entreprise, et là, on sera particulièrement, et là, je crois qu'on peut passer au slide suivant. On continue à passer le slide suivant. Voilà. Là, ici, vous avez un grand nombre d'incubateurs, de lieux d'accueil, de sociétés sur ce territoire. Donc, incontestablement, quelle que soit votre activité, on va trouver, si vous nous offrez un projet qui correspond à quelque chose qui a du sens, eh bien, nous allons l'examiner et nous sommes absolument certains de pouvoir vous offrir dans le medtech, dans les sciences de la vie, dans la cybersécurité, dans tout secteur d'activité, un endroit où vous pourrez trouver, exactement comme en France, un parc technologique ou un lieu d'incubation dans lequel vous aurez un ensemble de services qui vont vous aider à développer la preuve de concept, votre stratégie et y affiner votre plan d'affaires. Voilà. Ça sera assez facile à trouver. Le prix et l'accueil est assez comparable à la France. Il y a des tas d'aides qui existent à ce niveau. Je ne suis pas très inquiet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous ces parcs technologiques, mais enfin, le canton de Vaud a par exemple une signature vraiment très forte dans tout ce qui est medtech, médical, sciences de la vie, avec un lieu puissant qui s'appelle le Biopôle. Dans le canton du Valais, là en ce moment, je suis en train d'aider une entreprise dont je ne dois pas dire le nom, mais qui est en train de développer une pile à combustible à base de bioéthanol. Elle le fait à partir du canton du Valais et elle le fait aussi sur un site en région parisienne. Donc, c'est un co-développement. Elle est en levée de fonds et là, cette société qui s'interroge, enfin, qui va faire une preuve de concept sur une pile à combustible, eh bien, cette société est en train de lever 3 à 5 millions d'euros ou de francs suisses et va se créer prochainement sur le site d'Energipolis où elle a trouvé un accueil absolument extraordinaire qui a favorisé son développement. Donc, vous voyez, pour toutes les personnes qui voudraient
vous réfléchirez à une installation via un incubateur, eh bien, on offre des possibilités certaines. On est le premier contact. Ensuite, ce contact est validé par les chefs de projet des cantons et on offre gratuitement une journée de travail pour découvrir l'espace qui pourra vous accueillir. Ça, c'est assez important aussi, le fait que nous soyons gratuits. Je pense que le public sera sensible à cette notion. Et enfin, si vous le voulez bien, les organisateurs m'ont dit, mais il y a aussi des entrepreneurs qui souhaitent vendre sur le territoire suisse et connaître les trucs et astuces pour approcher le marché. Alors, il n'y a rien de fondamentalement particulier si vous comprenez que l'économie suisse est une économie mature. Donc, elle a besoin d'avoir, vous aurez besoin d'avoir pas seulement un prix, parce que le prix n'est pas un coupable en Suisse. Ce qui est important, c'est que vous apportiez un service et un bien qui soit qualitativement de haut niveau et dans l'attente du public suisse, de vos acheteurs. Contrairement à d'autres marchés où il faut se battre sur le prix, là, il va être très important pour vous d'apporter un haut niveau de service et un haut niveau de qualité. La Suisse n'a pas attendu après des innovations, elle est là à la pointe de cette activité. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'oser, par exemple, participer aux salons et aux événements en Suisse. Ils sont très nombreux. Et là, contrairement aux salons français, j'ai toujours eu de très bons retours quand des entrepreneurs français ont participé et préparé cet événement. Il y a toujours eu une qualité de contact qui permet de travailler assez facilement. Voilà pour ce qui est des parcs technologiques et des petits trucs et astuces à commenter. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide suivant parce que voilà. Alors, oui, je viens de citer il y a 4 exemples de cette année. Je ne sais pas s'ils sont significatifs par rapport au public qui nous écoute aujourd'hui. En Balizo, c'est une société qui fait des conteneurs en carton et malgré ceux en carton et qui sont réfrigérés. Donc, c'est quelque chose d'assez, c'est un concept tout à fait innovant. Ils ont décidé de s'installer à Berne. Ils sont présents aux États-Unis, en Chine et aux Indes. Ils n'étaient pas encore présents en Suisse et en quelques mois, ils ont fait une percée brillante. Et puis, bon, on a également une start-up Vitivio qui, elle, a choisi Fribourg. C'est une plateforme de chatbot et le dirigeant, pour le coup, lui, a décidé de s'installer en Suisse. Et puis, enfin, alors Xavier Niel, bon, ça, vous connaissez tous l'école 42 qui a ouvert un campus de formation à Lausanne. Et puis, cette jeune start-up parisienne dont je m'occupe beaucoup sur le canton du Valais, qui est une merveilleuse entreprise et dont on parlera, je crois beaucoup. Donc, vous voyez, les secteurs enfin, les différents styles d'implantation sont très variés, quoi. On peut avoir de grandes entreprises, des PME, et puis à côté, sur tous les secteurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'ayez pas peur d'oser nous rencontrer avec un projet structuré, un peu chiffré, et après on va valider avec nos amis chefs de projet des cantons la qualité de votre projet et vous aurez toujours un excellent accueil. Donc, osez passer la frontière, même si les Français ont parfois une image un peu d'arrogance, cela appartient un peu au passé. Si vous avez réellement dans la besace et dans la tête la capacité d'aborder ce marché avec simplicité, avec technicité. Si je crois que le prochain slide, c'est le dernier. Oui, alors là, c'est la présentation de la Suisse. Donc, vous voyez que la partie romande est une partie plus petite que la partie alémanique. Nous faisons un tiers de l'ensemble. Il y a 26 cantons et nous en représentons 6. Donc,
en règle générale, les entreprises françaises, à 90%, viennent sur le territoire entre Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg pour s'implanter. On a cette chance de parler la même langue, mais pas tout à fait le même langage, et le diable est dans le détail. Il faut être un peu attentionné, il faut dépasser le 70 et le 90, et je crois qu'il faut changer un peu de paradigme. En Suisse, par exemple, il n'y a pas de super commerciaux, il y a des équipes qui travaillent ensemble, il n'y a pas d'individualité. L'important, c'est de faire bloc autour d'un projet. Et j'ai toujours été amusé par Nespresso qui a inventé les dosettes à café. Ça marche très bien en France où le matin à 7h, 8h, tout le monde est autour de la machine à café avec la dosette Nespresso. Et nous, quand on visite des entreprises, le GGBA regroupe 8 pays. Quand on visite des entreprises le matin en Suisse, souvent c'est à 7h30, 8h, on est très surpris parce que Nespresso vend des dosettes de café, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait des machines à café en Suisse. Les gens sont au boulot à 7h ou 8h du matin. Donc, il n'y a pas de caméra café. Donc, vous voyez, la culture du travail est une culture un peu différente. Et toutes ces choses, eh bien, en 15 minutes, on ne peut pas les aborder, mais on peut au moins les souligner pour que quand vous nous visiterez, eh bien, vous y soyez sensibles. Voilà. Donc, la porte est ouverte et bienvenue en Suisse voisine, mais un peu différente. Et je crois que le dernier slide, c'est celui qui doit présenter. Ah, bah oui, ça, c'est tous nos. Alors, les secteurs d'activité, tous, quoi, à part, on ne fait pas de promotion autour du boulanger, pâtissier ou du marchand de boutons de culotte, mais tout ce qui est activité à haute valeur ajoutée, oui, nous sommes présents et nous aurons des solutions et nous aurons des opportunités à vous offrir. Slide suivant. Et bien cette fois-ci, c'est la fin. Donc, Olivier n'était pas disponible aujourd'hui, mais j'ai été votre interlocuteur et je m'engage auprès de tous les participants de ce webinaire à vous répondre si vous m'envoyez un petit mail ou si vous me questionnez. Mon téléphone est ouvert et on pourra vous organiser une visite dès lors que l'on aura passé un petit moment ensemble pour valider la qualité de votre projet. Je vous souhaite un bon séminaire. Merci Thierry. Bah, écoutez, merci pour aussi avoir du coup bien respecté le temps et nous donner cet avant-goût, hein. C'est bien sûr, c'est juste un avant-goût et je vois effectivement il y a beaucoup de questions et il y a l'idée effectivement de donner une première approche. On va tout de suite enchaîner sur la présentation suivante et donc je remercie nos collègues de l'EPFL et d'avoir pu donc se joindre à nous. Je ne sais pas si c'est Robert ou si c'est Ursula qui va faire la présentation. Et puis voilà, comme ça nous laissera du temps pour adresser un certain nombre de questions, peut-être pas forcément toutes, mais elles seront de toute façon toutes répondues par les intervenants, hein. De toute façon, on distribuera vos adresses, vos coordonnées. Et puis, donc, ce webinaire est enregistré de toute façon. Donc, Ursula, je vous laisse la parole et votre présentation. Donc, vous voulez que ce soit Alexandrine qui la partage ou vous préférez gérer vous-même les slides? On gère nous-mêmes, merci beaucoup. D'accord, ok, merci beaucoup. Non, aussi grand bonjour de côté de l'EPFL. On est l'université fédérale ici en région suisse romand. On cherche énormément le contact aussi avec nos voisins, soit en Italie, soit en France. Alors, on se réjouit pour avoir des discussions avec vous. Robert, nous, on est partie de vice-président des innovations. Alors, on a une équipe vraiment innovation qui fait l'interface entre la recherche, soit les entreprises et les startups. Robert va faire la présentation. Il maîtrise mieux le français, alors c'est plus facile pour écouter. Merci. Merci beaucoup, Ursula. Bonjour à vous tous. Donc, j'ai le plaisir vraiment de vous présenter ici un peu l'EPFL. On a pensé faire en deux parties. D'abord, vous donner peut-être un peu une vue d'ensemble de ce qu'est l'EPFL aujourd'hui. Aussi, peut-être 2-3 éléments historiques. Puis après, sur une deuxième partie, plutôt se concentrer sur l'écosystème d'innovation qui se trouve autour de l'EPFL et naturellement en Suisse romande.
L'EPFL, pour commencer, l'EPFL, c'est une jeune université. Elle a eu 50 ans il y a 2 ans, donc on a 52 ans cette année. Et on voit sur ces deux images, en 1969, il y avait encore des terrains vagues, là où se trouve l'EPFL aujourd'hui. À l'époque, il y avait l'idée de mettre un aéroport ou bien une EPFL. Et je pense que la décision de mettre l'EPFL ici était une très, très bonne idée. Moi, j'ai fait mes études à l'EPFL. Je suis revenu il y a 3 ans. Et pour être transparent, c'est impressionnant ce qui s'est passé à l'EPFL ces 10-15 dernières années, surtout au niveau des rankings autour de l'innovation, de la recherche. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'EPFL n'est pas uniquement à Lausanne. Donc, on a entendu déjà dans la présentation précédente, on a entendu parler des différents campus qu'il y a, campus biotech à Genève, Énergie-Police, Microcity à Neuchâtel. À tous ces endroits se trouvent des laboratoires de l'EPFL. Et ce qui est donc extrêmement intéressant pour les startups, pour les entreprises qui ont leur centre de gravité peut-être autour de l'énergie verte ou bien plutôt dans du bâtiment ou de la micro-nanotechnologie, plutôt autour de Neuchâtel. L'EPFL n'est pas toute seule. Ce qui fait l'EPFL et ce qui rend la région intéressante, je pense, pour les startups et pour les grands groupes, que ce soit suisses ou internationaux, c'est l'écosystème, la richesse qu'on a à proximité et toutes les institutions. Donc, on a nommé ici quelques-unes qui sont vraiment proches du lac Léman, que vous connaissez sûrement, mais il y a des écoles de design qui sont connues, les hôpitaux universitaires, le CHU et l'HUG à Genève, nos HES, nos écoles d'ingénieurs appliqués, et bien sûr les universités de Genève, l'université de Lausanne et l'école hôtelière sur Lausanne. Et ce sont des actions très étroites qu'on a et qui nous permettent vraiment de challenger, d'attaquer des problèmes difficiles qui sont vraiment à la frontière de ces différentes problématiques et des différents domaines. Un peu plus sur la structure de l'EPFL aujourd'hui. C'est une école polytechnique, donc c'est clair que l'école d'ingénieur, la partie ingénieur est très forte en tenant compte de tout ce qui est ingénierie électrique, mécanique, etc. On a aussi tout ce qui est information-communication. On a des séances de base, physique et mathématiques et chimie, mais aussi tout ce qui est architecture, ingénierie civile et environnementale. Et notre plus jeune école, qui est l'école de la science et vie, qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et en plus, 2 collèges, le Collège des Humanités, en lien très fort avec l'Université de Lausanne, et le Collège du Management. Et c'est ça un peu la structure de l'EPFL aujourd'hui. Et l'EPFL a vraiment comme objectif de travailler interdisciplinaire, c'est-à-dire vraiment aux étudiants qui sont ici, qui font leur bachelor, master, mais aussi après les PhD, les postdocs, de travailler de façon interdisciplinaire à l'interface de ces différents domaines pour faire avancer les technologies et la recherche. En chiffres, on arrive pratiquement à 12 000 étudiants. On arrive à peu près à 350 professeurs, à peu près 20 professeurs qui nous ont rejoints l'année passée. On a un staff de 6 000 personnes. Donc, on voit la clé, le nombre de personnes qui supportent nos étudiants est extrêmement élevé. Et dans ces 6 000 personnes, à peu près 2 000 étudiants, par exemple, 2 000 PhD qui sont inclus dans les 6 000 personnes. On a des programmes de master qui évoluent au cours du temps, qui s'adaptent. On en a 26 aujourd'hui. Et j'en ai parlé un peu dans les rankings. Selon les rankings, on est dans les top 5, on est dans les top 10, 15, selon les rankings. Et impressionnant, c'était avant qu'on ait dépassé nos 50 ans, on était dans le top 1 mondiaux, top 1, 2 mondiaux d'universités internationales. Côté innovation, on est à environ 25 startups qui sortent de l'EPFL au niveau de la recherche par année. C'est une moyenne à peu près ces 3 dernières années. Et les startups de l'EPFL Innovation Park, de l'EPFL, ont levé à peu près 300 millions de francs suisses à l'année passée. On a de la chance d'avoir un campus qui a vraiment pu grandir sur un terrain vague. En fait, on a vraiment l'occasion de pouvoir de grandir, vraiment d'occuper toute la place. On arrive lentement aux limites de ce qui était possible et on a des jolis bâtiments qui sont assez iconiques. Disons qu'on a le Swiss Tech Convention Center, le Rolex Learning Center qu'on voit souvent dans les images, dans les photos quand on parle de l'EPFL. Et on a la chance d'avoir un EPFL Innovation Park qui est directement à proximité du campus, donc des interactions très fortes avec le campus. Et là, on a aujourd'hui à peu près 26 grands groupes et une 150 startups.
Et c'est là que je continue maintenant vraiment pour focaliser un peu plus sur l'écosystème d'innovation de l'EPFL. On a un peu vraiment, on a différentes vice-présidences. On a une vice-présidence qui fait partie vraiment d'une mission importante de l'EPFL, qui est l'innovation. Et sous cette vice-présidence d'innovation, on se concentre vraiment sur 3 thématiques, 3 axes forts. D'abord, la création de start-up. Donc, on est vraiment impliqué dans la création avant incorporation à niveau de la BPI. Donc, on supporte nos étudiants très tôt, mais on supporte aussi nos chercheurs, PhD, postdoc, dans la création de leur start-up, dans la validation de leur technologie et toutes les parties qui sont après la recherche, vraiment tout ce qui est désirabilité, design, etc. Et aussi modèle d'affaires pour être sûr que l'idée, la technologie a un accès au marché et intéresse aussi la société. Et après, on a une partie qui est plutôt collaboration industrielle. Et là, c'est vraiment l'interaction entre le monde industriel, que ce soit PME, grands groupes, avec l'académie, et de favoriser le transfert technologique entre ces deux mondes au niveau de projets de recherche, mais aussi de talents. Et bien sûr aussi des initiatives autour de l'innovation où on essaie de pousser différentes thématiques, par exemple autour du sport, de l'espace ou bien de la durabilité. Je reviens à l'EPFL Innovation Park. Comme je l'ai dit, on a 26 grands groupes aujourd'hui. On a vraiment comme objectif ici à l'EPFL d'être interdisciplinaire. C'est pour ça que ce n'est pas un parc qui est thématique, mais vraiment qui couvre tous les différents domaines. Et on a de la chance d'avoir sur ce parc à peu près 150 startups à différents niveaux, à différents âges, et aussi un support avec des différents services. Et donc, c'est un écosystème extrêmement riche. Si on fait la somme des gens qu'on a à l'EPFL, on arrive à peu près à 16 000 côté campus, plus les 2000, 2500. Donc, on arrive très vite à 18 000 personnes. On est d'accord, aujourd'hui, on a le Covid, on n'est peut-être pas à 18 000 personnes, mais avant le Covid, on espère qu'on y arrivera, à peu près 18 000 personnes avec 120 nationalités, différentes cultures, différents intérêts, etc. Et c'est ce qui, je pense, qui fait la richesse de l'EPFL et de son parc. C'est justement permet d'accéder à ces cultures et à ces idées. Pourquoi 150 startups? On voit que l'EPFL a commencé très tôt. Ça, c'est un peu un historique des startups qui sont sorties de l'EPFL. Et ici, on ne compte pas toutes les startups qui viennent des étudiants. Donc, c'est uniquement les startups qui sortent vraiment de nos laboratoires. Et on voit vraiment l'évolution de ces 20 dernières années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près à plus de 150 startups et on n'a plus de place pour nos jeunes pousses qui viennent. Et avec des histoires qu'on aime bien raconter, genre Nextly, qui sera notre nouvelle unicorn, Logitech, que tout le monde connaît très bien, qui a son headquarter ici à l'EPFL Innovation Park, et d'autres entreprises bien connues. Peut-être juste, comment supportons-nous nos chercheurs justement entre la sortie du laboratoire et un accès au marché? Donc, tout d'abord, c'est vraiment, on les aide à valider leur technologie sur nos facilités, sur nos plateformes technologiques. On a tout à disposition pour valider ça. Et après, on se concentre vraiment pour accélérer ça. On parle vraiment de design, de prototypage. On permet à nos étudiants de faire des internships dans les startups, etc. Et de dérisquer le tout pour faire avancer cette idée-là. Et à la fin, vraiment, de pouvoir permettre à cette startup, à cette future startup d'être prête au marché et de pouvoir être prête à être incorporée avec déjà contact avec des investisseurs, le produit déjà pratiquement prêt et déjà une idée de marché. Maintenant, comment travaillons-nous avec les autres startups et ce qui se passe autour? L'EPFL Innovation Park a mis un nouveau programme en place qui s'appelle Tech for Growth. Il s'agit d'un programme comprenant une série d'ateliers avec des dizaines de dirigeants d'entreprises qui viennent pour échanger et parler de leurs expériences. Et ceci est combiné avec des études de cas qui permettent vraiment les CEO, les CTO de startups, les profs de l'EPFL, les responsables de l'innovation, les entreprises d'échanger, de renforcer le réseau et développer leur business model et leur business aussi. Le tout est supporté par le programme InnoSuisse, qui est un programme national vraiment de support d'innovation à différents niveaux. Et j'aimerais terminer peut-être avec un autre programme qu'on est très fiers d'avoir démarré. C'est le premier programme d'accélération de start-up en Suisse consacré à la santé des femmes qui a démarré au mois d'avril cette année. Il s'agit d'un programme conjoint entre le groupe mutuel et l'EPFL Innovation Park.
et de mettre à disposition ces deux entités vraiment les ressources, l'écosystème et le réseau. Et ce programme est ouvert aux startups et aux innovateurs du monde entier. Il s'agit d'un programme de 9 mois. Et comme j'ai dit, le kick-off il a eu lieu en avril cette année. Et il y aura plusieurs batchs de 9 mois. Donc, n'hésitez pas à vous informer, à nous contacter. Et voilà, j'espère avoir pu vous donner une vue d'ensemble de l'EPFL et de son écosystème. Et pour finir, on travaille étroitement avec le GGBA et l'InnoSuisse et les autres parcs. Donc, suivant comment, quand vous prendrez contact avec le GGBA, selon la validation, l'intérêt, vous serez peut-être en contact avec mes équipes à la vice-présidence pour l'innovation pour vous aider au niveau technologique. Eh bien, merci Robert. Est-ce que, je ne sais pas si Ursula voulait rajouter quelques mots ou pas? On attend les questions. On espère qu'il y aura beaucoup de questions. D'accord. En tout cas, c'est très impressionnant, effectivement. On remercie les trois présentateurs pour des présentations avec en plus des angles de vue très différents. Je peux peut-être reprendre, il y avait une série de questions dans le chat en particulier, alors qui prenaient sur beaucoup de... Il y a plusieurs questions. Je vais peut-être les reprendre un peu par type de questions. Après, on essaiera d'avoir des réponses individualisées ensuite. J'ai noté donc en début de webinaire des questions qui sont relatives d'abord à avant, c'est-à-dire avant de savoir si on va s'installer, si on va créer une filiale, donc une structure juridique. Donc plusieurs questions qui tournaient autour du fait comment trouver des canaux de distribution, quelles sont les commissions pratiquées par exemple, et puis aussi comment expédier en Suisse, faire connaître depuis la France. Et puis, quand on a effectivement réussi à aborder ce marché suisse et puis à expédier un certain nombre de produits, à partir de quand faut-il, à partir de quel montant de transit, de volume, etc., est-on obligé de créer une société? Je ne sais pas qui peut répondre, peut-être, bon, alors on ne va pas forcément répondre à toutes les questions, mais peut-être au moins une idée générale, qui peut répondre à ce type de questions sur cette étape-là avant? Je pense que c'est plutôt Thierry, si je peux me permettre. La question précise, c'est quoi? Parce que c'était plusieurs choses. Il y avait d'abord comment trouver des canaux de distribution en particulier. Bon, alors, comment trouver les canaux de distribution? Je conseille très souvent le travail qui est fait par la Chambre de commerce, la CCISF, la Chambre de commerce française en Suisse, qui fait un excellent job et qui organise une 50aine d'événements par an, dont des journées professionnelles sur le ferroviaire, l'hôtellerie, la banque, la cybersécurité, etc. Et c'est souvent une opportunité de rencontrer des intervenants suisses. Donc ça, la Chambre de commerce fait vraiment un excellent travail métier par métier et vous devriez trouver votre bonheur au cours de l'une de ces manifestations. La deuxième chose, c'est tout simplement de participer aux événements, aux salons qui vont reprendre, qui sont très professionnels. Donc là, je pense que c'est l'occasion d'avoir une véritable image de l'économie suisse et de vos partenaires. Donc ça, je conseille vraiment de participer au salon. Et la troisième chose, il n'y a pas de seuil. Si vous voulez ne jamais créer de société en Suisse, vous pouvez ne pas créer de société en Suisse. Vous exportez vos biens, vos services en Suisse et vous restez comme ça. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Il est évident qu'après, s'il y a des questions plus précises, on laissera les personnes se mettre directement en contact avec vous. Il y avait aussi, j'ai vu des questions sur les aspects compte bancaire, avec comment ouvrir facilement un compte bancaire, par exemple, lorsqu'on a une société en Suisse sans être résident. Donc ça, c'était une société, d'une question de Monsieur Bazin. Je ne sais pas qui peut répondre, peut-être Douglas ou... On va dire souvent, notamment si on veut ouvrir un compte de consignation pour la constitution d'une société,
et il faudra toujours on va dire, respecter les règles de compliance des banques et donc prouver la provenance des fonds, être un petit peu plus restrictif pour des personnes étrangères au territoire suisse et des Suisses. Mais en principe, il n'y a pas trop de difficultés avec des citoyens français. Là, je pourrais préciser que c'est vraiment une différence culturelle forte entre la France et la Suisse. Les entrepreneurs français vont être surpris du peu d'enthousiasme des intervenants bancaires à ouvrir un compte bancaire. On va véritablement vérifier la qualité de l'activité. C'est pas du tout, la relation banque-entreprise n'est pas du tout la même en France qu'en Suisse. En Suisse, 66% des entreprises suisses n'ont jamais recours à un crédit bancaire. 66%. C'est un truc absolument inimaginable en France. Donc, et on entre en matière qu'après 3 ans de relation, lorsqu'on a fourni des bilans, et à ce moment-là, on peut oser espérer avoir un concours bancaire. Sinon, c'est simplement du e-banking, j'enregistre, je paye, je débite, etc. Mais sinon, la relation bancaire se nourrit qu'après 3 ans d'activité. Et j'avais fait il y a de ça quelques années un concours des startups suisses. La plus petite startup avait 100 000 francs suisses de capital et la plus importante avait 700 000. Ça veut dire que les entrepreneurs suisses, quand ils créent leur entreprise, ils le créent avec des fonds amicaux, de la love money ou sur leur réserve personnelle, mais ils n'imaginent pas avoir recours au crédit bancaire ou à quoi que ce soit pour développer leur activité. Donc ça fait partie des chocs culturels que l'on doit vraiment prévenir. En France, nous, on ouvre une SAS au capital de 500 €. On a un leasing pour la voiture, on a la facturage pour le poste client et on avance. Ça n'existe pas en Suisse. Ah oui, c'est effectivement quelque chose de très différent. Mais alors, il y a une autre question que je poserai après, mais quand on est une entreprise innovante, que ce soit en France comme en Suisse, on peut quand même avoir besoin de crédit parce qu'on peut être dans un secteur technologiquement qui demande du coup des investissements très importants. Comment font les startups suisses dans ce cas-là? Je ne sais pas si quelqu'un de l'EPFL peut répondre, mais s'il y a des lourds investissements pour avoir une preuve de concept ou quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment compris la question, quoi. Il y a des investissements lourds pour le développement du concept. Si c'est juste possible de répéter ouais. Oui, la question, comme Thierry donc, disait que en gros, les banques, on ne demande pas un prêt à sa banque avant d'avoir établi 3 bilans, etc. Ceci dit, quand on crée son entreprise, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs, et qu'on est dans un domaine technologiquement qui peut demander des investissements lourds, mais qu'on n'a pas de revenus pendant un certain nombre d'années, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là en Suisse? Ben, en Suisse, on a différents supports financiers. On a les Inno Suisses, des bridges, etc. Donc, différents noms. Donc, on a un support financier qui peut être demandé à ce niveau-là. Et après, c'est chercher des investisseurs. Donc, on apprend très vite en Suisse, surtout quand on est dans le médical, etc., hautement technologique, on a besoin d'un support d'investisseurs pour avoir les fonds pour pouvoir démarrer, quoi. Donc, oui, c'est des investissements à haut risque. Ouais. Mais je crois que c'est, à mon avis, rarement la banque qui joue un rôle là-dedans. Je sais pas, Ursula, si tu as encore quelque chose à rajouter. Ouais. Oui, en Suisse, c'est un peu séparé. C'est plutôt beaucoup de l'argent qui vient de l'État, soit les cantons, soit fédéral, qui fait les fonds avant que les banques prennent les choses. Et ça, c'est un peu en Suisse. Mais là, il y en a plein de fonds, il y a plein de différents investissements, soit des cantons, soit aussi des fondations, des gens riches qui ont aussi de l'argent pour investir, comme les anciens CEO, les patrons des entreprises. Alors, il y a des sources, il y a un très grand réseau là-dessus, mais ce n'est pas de prêts de banque. Merci, je vois que les questions, il y a plein de questions. Donc, il y avait une question toujours sur les aspects de compte où il y avait, alors c'est que je suis en train de regarder qui a, Jocelyn qui a demandé les autres, je ne sais pas si j'ai toute la question, les autres 50 kilos, enfin, les 50 000 francs suisses
pour la création d'une SA ne devront pas être apportés sur un compte, consignation ou d'entreprise. Je ne sais pas si Jocelyn veut repréciser sa question. J'y ai répondu dans le chat privé. Vous avez répondu, d'accord, Oui. OK. J'avais une autre question alors de Christine qui est là moins sur des questions juridiques ou financières, qui demande s'il existe un parc tech ou un incubateur tech qui se spécialise dans la culture. Donc là, il y aurait FreeUp. FreeUp a acheté des terres dans le canton de Fribourg qui opère maintenant des programmes d'innovation dans le domaine de la culture. Et avec juste pour quelques exemples, par exemple, est-ce que vous avez des exemples de start-up ou de produits? Je ne suis pas encore assez au fait. Je sais que par le biais de son directeur Grégory Grain, c'est notamment l'initiateur de ce programme, mais je ne sais pas encore quelles sont les startups qui sont, et je sais qu'ils ont fait un appel à projet pour activer, on va dire, ce projet. Ça, je pourrais donner les coordonnées de cet incubateur, oui, de ce projet. Ok, d'accord. Juste, Véronique, excuse-moi, il y avait une question de Sébastien Dubois qui demandait comment on se rend visible depuis la France en Suisse, au-delà des salons professionnels. Est-ce qu'il y a je sais pas, des sites internet qui recensent un peu les startups françaises ou étrangères par rapport à la Suisse? On va dire, il y a le site de notre donc IFJ, c'est on va dire tout un écosystème. Nous avons aussi notre société sœur qui est Venture Lab, qui soutient et accompagne les startups high-tech. Nous avons aussi un site qui s'appelle startup.ch, qui est une plateforme qui réunit investisseurs, entrepreneurs et startups, et donc qui est une plateforme où on peut trouver différents on va dire, acteurs de l'écosystème. Et ce site donne aussi lieu ensuite au Top 100, qui est le concours et le classement des meilleures startups de Suisse. Et du coup, je vous invite parce que c'est aussi un vote du public, pas seulement du jury, jusqu'au 8 septembre. Et après, il y aura une soirée de gala à Zurich. Ok. J'avais aussi, alors j'ai quelques remarques, bien sûr, un rappel de ma collègue de la Team France Export. Bien sûr, on a parlé de la Chambre de commerce, donc franco-suisse, mais effectivement, du côté de nos startups, donc dans les Alpes, les premiers services, et d'ailleurs, ils font partie de ce projet. Il y a effectivement même compris un accompagnement qui est proposé pour les entreprises des Alpes françaises, donc de Grenoble, qui seraient intéressés par le programme, qui ont un projet sur la Suisse. Il y a, dans le cadre de ce programme d'atterrissage phase, un accompagnement qui est prévu aussi pour les entreprises sélectionnées par la Team France Export locale, hein, qui du coup peut proposer un accompagnement individualisé donc tout au long des étapes. Hein, voilà, ça se fait effectivement de manière tout à fait collaborative. Je ne sais pas, alors je ne sais pas si j'ai repris la majorité des questions parce qu'il y en avait un nombre important et qu'il y en a peut-être qui ont été répondues en plus en direct. Est-ce que dans l'assistance, dans les personnes présentes, il y en a qui souhaitent donc soulever un certain nombre de sujets qu'on n'aurait pas abordés? Je vois. Bon, je ne vois pas, j'entends personne effectivement. Moi, j'avais aussi Bon, Thierry a donné des exemples d'entreprises qui se sont installées ou qui sont en cours de développement d'un projet sur la Suisse. J'aimerais savoir d'abord si, par exemple, avec le PFL aussi, est-ce qu'il y a des exemples de collaboration avec, sur des thématiques très diverses avec des entrepreneurs français? Est-ce que, et s'il y en a ou s'il n'y en a pas, quels seraient les conseils et les choses qui pourraient être intéressants pour nos entrepreneurs alpins sur ce campus-là qui effectivement décline un ensemble
un ensemble de sujets qui peuvent tout à fait faire écho à ce qui se passe donc côté grenoblois. Oui, il y a sûrement des interactions avec les entrepreneurs. C'est clair que c'est souvent des interactions qui sont via les parcs. Moi, je proposerais, si j'étais un entrepreneur, si je dois donner un conseil, ce serait vraiment le mieux, c'est vraiment de passer par les promotions économiques, les supports qui sont à disposition, que ce soit le GGPA, bien justement sur le canton de Vaud-Innovo, par exemple, qui est là aussi, et il y en a dans les différents cantons. Et eux, ils nous aident vraiment aussi, ils permettront de connecter l'entrepreneur au bon écosystème et peut-être aussi à des PFL selon les thématiques. Mais il y a aussi toutes les autres institutions que j'ai présentées. Donc, je crois que la façon la plus efficace, c'est vraiment de passer par ces entités-là, ces services-là qui sont à disposition et qui fonctionnent très, très bien. Merci. Thierry, d'autres remarques à ce sujet? Si je veux, il y a aussi un peu la question qu'est-ce qu'ils cherchent en Suisse, parce que nous, côté les PFL, on a beaucoup de labos de recherche, on a des fois des entrepreneurs ou des startups qui veulent utiliser l'infrastructure pour faire un peu de recherche ou pour ajouter quelque chose dans la solution qu'ils ont. Alors, il y a aussi cette infrastructure-là. C'est une autre chose s'ils cherchent l'argent, le financement, et c'est une autre chose s'ils cherchent l'industrie, le partenariat pour vraiment faire le scaling et le roll-up. Alors, ça dépend de ces côtés. Il y a les incubateurs, on a plusieurs initiatives, plusieurs incubateurs, alors comme par exemple le Femtech ou le Tech for Growth ou Sustainability. Alors, si c'est un sujet comme ça, on peut prendre contact directement avec les incubateurs. Là, on est agnostique, au contraire, on cherche l'international. C'est pas du tout suisse, c'est vraiment l'international. Femtech, le kick-off, c'était fait mondial. On avait des gens mondiaux dessus, on avait des startups qui venaient un peu partout. Alors, il y a toutes ces plateformes-là aussi qu'on peut profiter. Merci Thierry. D'autres remarques sur cette question? Sur le partenariat, souvent c'est les grands groupes qui cherchent du partenariat. Dans les PME, c'est un petit peu plus compliqué, faute de moyens et de temps. Mais si des entreprises françaises cherchent des partenariats avec des institutions, il n'y a pas que le PFL, il y a aussi plein d'autres choses, des écoles spécialisées par exemple. Le PFL, c'est vraiment un haut niveau. Lorsqu'on est sur des applications, on peut vouloir rechercher l'amélioration de certains process. Et là, on n'est pas obligé de passer par le PFL, mais par des HESO, des hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. Mais effectivement, on est un peu le filtre. Et puis, il y a tellement de choses que c'est difficile. Il faut être pragmatique. C'est en fonction des questions que nous poserons les entrepreneurs que nous aurons systématiquement une réponse correcte. Et voilà. Mais vraiment, on est une porte d'entrée avec les cantons pour comprendre voilà. Ça, on sait faire le partenariat, mais il n'y en a pas beaucoup en fait, en réalité. Douglas, d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, je pense que c'est assez clair, mais on va dire en tant qu'IFJ aussi, nous, on est en mesure de conseiller, rediriger aussi en fonction des niveaux. En tout cas, vu qu'on a une présence nationale, et puis qu'on a des contacts avec la plupart des promotions économiques et des chambres de commerce, on peut aussi conseiller des futurs entrepreneurs. Donc, ça, c'est peut-être possible. Mais on va dire que l'écosystème suisse est très complémentaire, donc l'ensemble des acteurs se parlent pour pouvoir, on va dire, guider les entrepreneurs. Merci. Je voudrais, juste pour avoir un dernier tour de nos speakers, je voudrais leur demander à chacun, en fait, à la limite, ce qu'ils pensent avec une chose à faire, la chose la plus importante pour un entrepreneur donc alpin en Suisse, et la chose à ne pas faire. Les 12 et don'ts, s'il y a une chose que vous conseillez et une chose que vous conseillez surtout de ne pas faire. Qui est-ce qui se lance? Thierry?
Oui, il faut oser changer de paradigme, quoi. Vraiment, le piège, c'est cette langue qui est commune et le regard qu'on pose sur la vie est vraiment différent. La démocratie directe fait que les Suisses pensent différemment. Le rapport à l'argent, le rapport à la vie de l'entreprise, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, la hiérarchie se vit de façon totalement différente en Suisse qu'en France. Donc, il faut être très prudent. C'est l'aspect culturel. Les gens ont beau dire, j'ai bien compris la différence culturelle, c'est long à s'imprégner de cette réalité, de cette différence. Voilà. Mais c'est une vraie. Alors, par contre, après, c'est une vraie richesse. Ça, toutes les entreprises françaises qui ont choisi d'implanter une activité en Suisse, eh bien, me disent, ah, j'aurais dû le faire avant. Mais il y a une phase découverte qui est très, très importante. Peut-être en complément de ce que dit Thierry, on va dire la Suisse bénéficie d'un contexte où la confiance est encore très importante entre les différents acteurs économiques, mais cette confiance, elle prend du temps à être gagnée. Et donc, comme dit Thierry, il y a une phase découverte, mais c'est aussi une phase découverte pour créer la confiance avec les différents partenaires. Et lorsque cette confiance est établie, ça crée vraiment un avantage. Donc, il faut être très consistant dans l'approche d'un marché suisse. Et après, il y a des différences culturelles entre la Suisse alémanique, la Suisse romande. Oui, ça c'est aussi une autre histoire, effectivement. Et il ne faut pas seulement voir la Suisse pour venir au marché suisse. La Suisse est trop petite. Okay? Mais on a quand même le headquarters, le siège principal de beaucoup d'entreprises internationales. Alors, il faut plutôt venir pour avoir accès à ces entreprises nationales, là, internationales, pardon, ou peut-être la technologie ou les partenaires, soit un autre start-up, soit un labo, soit un R&D lab, les choses concrètes. Là, on peut amener beaucoup de valeur ou beaucoup de complémentarité dans le sujet. Robert, d'autres choses à rajouter? Non, moi je dirais, ouais, peut-être juste un point, c'est de venir avec quelque chose de plus c'est concret, plus c'est spécifique, plus on peut aider, quoi. Plus le problématique est bien définie, plus on arrive à aider, quoi. Donc c'est peut-être, voilà. Donc Un peu plus concret, un projet. ouais. Un projet concret, spécifique, bien décrit, etc. et bien compris, ça aide beaucoup. Ouais. Donc, un projet bien abouti, ça on a bien compris effectivement, que ce soit via l'intervention de Thierry, de Douglas ou de le PFL, ce qui ne veut pas dire que le produit est déjà fait, est déjà tout prêt, mais par contre, le projet doit être effectivement pratique, concret, bien abouti et bien explicable auprès des interlocuteurs. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, là, effectivement, en tout cas, pour une première approche. Je vais laisser donc Terence, notre collègue. Douglas, tu voulais dire rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Non, je lis juste un commentaire sur le chat. D'accord, ok. Oui. Oui, il y a effectivement donc un commentaire sur une plateforme qui a été mise en place par un prestataire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Donc, on donnera les coordonnées également, qui peut compléter le paysage qui a été décrit. Et donc, je vais laisser Terence, notre collègue donc, qui est basé donc, en Suisse, vous faire le wrap-up et vous donner aussi les next steps, parce qu'a priori, l'idée, c'est voilà, que c'est une première approche, mais qu'on aimerait bien que cette aventure continue. Et donc, Terence, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un petit peu la suite par rapport à cette action, à ce programme PHASE vis-à-vis de la Suisse romande. Merci Véronique. Effectivement, le mot de la fin, déjà, je voudrais remercier tous les participants, que ce soit du côté grenoblois, isérois et au-delà, mais aussi tous nos intervenants d'aujourd'hui, puisque effectivement, que ce soit Douglas Finazzi de l'IFJ, Thierry Baglan, notre représentant France du GGBA, mais aussi nos deux hôtes de l'EPFL, et on a la chance, et je souhaite le saluer, d'avoir eu la vice-présidente de la partie innovation et recherche. Remercier chaleureusement tous ces participants, puisque effectivement, l'idée était d'offrir en 60 minutes, on va dire plus les questions, un aperçu rapide des différents niveaux d'information peut-être nécessaires à des startups ou des jeunes pousses qui se posent des questions sur accéder au marché suisse, comment et avec quels éléments de langage.
Donc, effectivement, nous vous laisserons une partie documentation avec tous les liens que vous retrouverez, ainsi que la vidéo de ce webinaire, pour ne pas être dépourvu de tout contact. Moi, ce que je vous encourage, et vous l'avez certainement vu, nos intervenants sont des gens relativement très intéressants et intéressés par vos projets ou vos questions. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est des gens qui ont été sélectionnés et qui ont un atout, c'est d'avoir une connaissance et une compétence sur un certain nombre de niveaux qui peuvent être prépondérants sur vos projets. Véronique parlait effectivement des next steps. Alors, c'est vrai que ce projet Phase, il a d'intérêt que s'il peut se prolonger dans la durée. Comme on a eu également aussi beaucoup de jeunes personnes intéressées pour participer, mais qui n'ont pas pu participer, nous souhaitons donner une next step à ce projet Phase sur la Suisse romande. Et donc, nous envisageons à valider encore au niveau des dates à partir de cet automne, idéalement à partir du mois d'octobre, de peut-être organiser une visite ou des rencontres sur Lausanne et sur la Suisse romande, idéalement pour pouvoir faire effectivement mieux visualiser, puisqu'on pourra vraisemblablement avoir une capacité de faire des choses en présentiel sur le PFL, puisqu'il y a énormément de choses à voir, à visiter. Et donc, on souhaiterait effectivement capitaliser sur cette première bonne approche qui a eu un intérêt assez fort au niveau des startups pour pouvoir donner la chance à tous de venir visiter. Et on a effectivement des pôles aussi qui sont intéressés comme l'Inatech, mais j'en oublie certainement. Donc, prochaine étape, effectivement, cette deuxième partie, sachant que, je le disais, c'est un programme Phase a aussi un intérêt, c'est de pouvoir mutualiser dans les deux sens. Donc aujourd'hui, on a eu cette chance de faire côté France vers la Suisse. Voilà, sachez qu'on a aussi à cœur de faire la partie suisse vers la France, puisqu'il y a aussi des intérêts forts de start-up suisses pour venir sur nos écosystèmes, puisqu'on a effectivement cette même culture alpine qui s'étend de l'Italie du Nord jusqu'à la région de Grenoble, avec cet intérêt fort pour la technologie, mais aussi le savoir-faire, l'ingénierie, cette culture tech qui est un petit peu notre propre, que l'on retrouve sur Grenoble comme sur la partie de l'EPFL. Donc voilà, je vous encourage effectivement à rester en contact et à peut-être rapidement nous faire part effectivement de votre intérêt sur cette partie numéro 2 qui devrait être effectivement pour vous aussi l'illustration de ce que l'on a vu de manière digitale. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous envie peut-être de passer à l'étape supplémentaire, c'est peut-être visualiser les choses et se revoir sur ces écosystèmes mais de manière physique. Voilà. Ok, merci Terence. Donc, écoutez, bonne suite de journée à tous et on espère qu'on pourra se revoir là pour le coup in real life, comme on dit, et pouvoir organiser effectivement des visites sur place, des rendez-vous et puis des suivis individualisés ou collectifs entre ces deux régions proches avec leurs ressemblances, leurs différences. Et merci à tous d'avoir assisté. Merci aux intervenants. Et puis, donc le webinaire est enregistré. On vous fera passer donc les liens, les coordonnées des intervenants. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur notre site, le site du programme Phase. Donc là aussi, on vous redonnera bien sûr toutes les coordonnées. Et merci à tous les gens en support, Alexandrine en particulier, qui gère tout ça de main de maître et qui fait vraiment un boulot formidable là-dessus. Et merci aussi, ne pas oublier à la French Tech qui quand même a financé en partie ce programme et qui nous a permis justement de continuer à faire notre action sur ces thématiques-là de soft landing entre des écosystèmes de part et d'autre dans le monde. Au revoir. Merci. Et merci Véronique pour avoir animé le webinaire. Merci Véronique. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Bonne journée à tous, bon week-end.